Dimanche 8 décembre 2024, bienvenue à l'ère du temps, qui reçoit donc professeur Magaï Kassé, professeur des universités. On ne le présente plus au Sénégalais, homme de culture, un homme qui vit au rythme de son pays et du pouls du pays. Monsieur Kassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Un invité spécial aujourd'hui pour aller au fond des choses. Il y a des sujets intéressants sur lesquels on voudrait aujourd'hui aborder, aller au fond des choses. Monsieur Kassé, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de plus en plus d'abroger la loi d'amnistie. Des voix s'élèvent un peu partout, dans le camp présidentiel et aussi dans d'autres secteurs de la société civile. Quelle est votre appréciation de cette proposition? Tout d'abord, merci beaucoup Alassane Samba Diop de m'avoir invité à nouveau dans l'ère du temps, entre autres émissions les émissions auxquelles j'ai souvent été invité. Bienvenue. Je salue vos auditeurs, je salue vos téléspectateurs et je me réjouis d'être avec vous ce matin pour parler de choses importantes, tout en précisant d'ailleurs dans votre présentation que j'ai été pendant plus de 30 ans enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Bien sûr. même si je continue à aider dans l'encadrement des thèses et autres quand on me sollicite. Mais je suis beaucoup plus à l'Université Dakar Bourguiba du professeur Sakhir Thiam, où je suis responsable de l'assurance qualité et de l'UFR de langue et affaires. Ceci étant dit, les questions qui sont à l'ordre du jour de cette émission sont importantes. Mais je voudrais d'abord préciser sur la première question que la loi d'amnistie est plus l'affaire des juristes qui sont beaucoup plus versés. Parce que je me garde toujours d'intervenir dans des secteurs où je ne suis pas tellement spécialiste, où je pourrais simplement dire ce que monsieur tout le monde dit. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent affleurer à l'évocation d'une question comme la loi d'amnistie. Je suis politiquement connu, idéologiquement marqué, et donc mon parti, le Parti de l'indépendance et du travail, a beaucoup contribué à la démocratie dans ce pays. Absolument. Et à la lutte pour les deux alternances qui se sont succédées depuis le départ de Léopold Sédar Senghor. Et donc nous sommes tout à fait à l'aise pour parler de choses qui nous semblent importantes concernant la vie du pays, son développement, sa situation, sa trajectoire et les péripéties que ce pays traverse. Dans ces péripéties, il y a eu évidemment des événements très graves qui sont passés au Sénégal depuis les années 2021 jusqu'à 2024 à peu près. Lors de ces événements, beaucoup de choses ont été constatées, déplorables, notamment des difficultés, disons, de gestion politique de la cité pour le bien de tout le monde. Et ceci a entraîné des dérives qu'on a pu constater pendant ces 3 années-là et qui ont donné l'occasion de réfléchir un peu plus sur l'état de droit, de réfléchir un peu plus sur la citoyenneté, de réfléchir un peu plus sur le comment vouloir de vivre ensemble nos différences. Et également, ces événements ont posé avec beaucoup de force la question de l'accès au pouvoir pour pouvoir gérer la cité que représente notre pays, le Sénégal. Et au cours de ces événements-là, beaucoup de choses ont été notées qui n'ont pas encore quitté la conscience collective du Sénégal. Et quand il s'est agi dans des discussions certainement occultes, puisque le commun des mortels ne sait pas du tout comment les choses sont passées, et qu'on a voulu introduire une loi d'amnistie, nous avons été parmi les premiers, voire les seuls, invités à cette occasion de cette grande rencontre initiée par l'ancien président de la République, à dire non. Nous ne sommes pas d'accord avec la loi d'amnistie. Ce qui nous a valu, ce que Ahmad Dansoko disait toujours, la défenestration, puisque ce mot est de lui, cette
disons, cette expression pour dire que nous sommes entrés par la grande porte et on nous a sortis par la petite fenêtre. Et donc, ça nous a valu ce que ça nous a valu. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, jusqu'à ce que des élections soient organisées avec des acteurs qu'on n'attendait pas. Et puis, finalement, le Sénégalais moyen doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il y ait cette loi d'amnistie qui est une sorte d'omerta posée sur beaucoup d'événements qui se sont passés et pour lesquels le droit, la justice devait donner des éclaircissements pour que le commun des Sénégalais puisse savoir ce qui s'est passé. Donc, sur le principe, nous étions contre la loi d'amnistie. Évidemment, il revient aux juristes, il revient aux constitutionnalistes, il revient aux spécialistes du droit de démêler les fils de l'écheveau pour pouvoir dire, au fond, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une loi d'amnistie? Est-ce que c'est une loi d'amnistie à géométrie variable? On condamne ceci, on ne condamne pas cela. Je crois que si nous avons une justice indépendante, elle devrait faire l'état des lieux de cette question-là, situer les responsabilités et prendre les mesures qui s'imposent pour que nul ne puisse avoir l'idée, une autre fois, de faire ce qui a été fait et qui a été très déplorable. Moi, je ne veux pas aller beaucoup plus loin sur ces questions-là. Comme je l'ai dit, il appartient aux spécialistes du droit. Évidemment, il y a beaucoup de polémiques autour. Chacun y va de sa chanson, de son couplet, sans au fond savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a eu des tractations qui ont conduit à ceci ou à cela? Est-ce qu'il y a eu un marché de dupes pour pouvoir dire on va faire ceci et ne pas faire cela? Je crois que si on doit mettre sur pied des commissions d'enquête, elles devraient pouvoir élucider la question et pouvoir dire aux Sénégalais qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui est responsable de quoi. Et en fonction de cela, évidemment, les mesures qui s'imposent devraient s'appliquer à ces personnes-là. Oui, c'est dans cette perspective que beaucoup estiment qu'il y a une fracture qu'on a constatée au sein de la société sénégalaise, surtout avec les politiciens qui ont instrumentalisé de part et d'autre le pays, les citoyens, qu'il faudrait aujourd'hui, pour qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une justice. Mais je pense que déjà, la notion de politique, de compréhension des enjeux de la politique, des enjeux que pose la gestion de la cité, ceci requiert une très grande connaissance, une connaissance historique, c'est-à-dire une connaissance du parcours du Sénégal depuis les indépendances jusqu'à présent. Qui est homme politique, qui est politicien, qui a une idée du pouvoir qui doit s'exercer au bénéfice de tout le monde, ou est-ce que nous allons continuer à faire de la politique pour des individus ou des individualités, c'est-à-dire je fais de la politique parce que je ne sais rien faire d'autre. Je pense que notre génération a eu à cœur d'être des citoyens sénégalais imbus de leur posture de citoyens à construire, une citoyenneté à construire pour participer efficacement à la gestion de la cité. On s'engageait en politique à l'époque parce qu'on avait un idéal de transformation sociale, un idéal qui faisait fi de la personne en tant que telle, mais qui travaillait au bénéfice de la communauté. Je ne fais pas de la politique pour m'enrichir. Or, le Sénégalais moyen aujourd'hui considère que faire de la politique, c'est s'enrichir. Oui. Faire de la politique, c'est être au-dessus de tout le monde, sans en retour donner aux Sénégalais des raisons de dire que ceux qui sont à ce poste de responsabilité ont effectivement le droit d'y être parce qu'ils remplissent les obligations qui sont liées à cette fonction qu'on leur a confiée de manière temporaire. Oui, est-ce que vous partagez l'idée d'Ibou Fall qui dit que la politique, ce sont les élites qui doivent la faire? Je ne suis pas tellement d'accord sur la question de l'élite. Je serais plutôt d'accord sur la question d'une conscience à construire, d'une éducation à inculquer à tous les enfants de ce pays, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge mature, pour pouvoir exercer leurs droits de citoyens. Et je pense que ceux qui croient aujourd'hui qu'on fait de la politique simplement parce qu'on est les mieux placés à tel ou tel poste de responsabilité, ce sont ceux-là qui induisent les autres en erreur.
Je pense donc que l'élite se construit évidemment par la connaissance. L'élite se construit par le savoir. L'élite se construit par l'expérience qu'on a de telle ou telle chose. Pour laquelle expérience, on s'avère être une individualité qui a quelque chose à apporter, un plus à apporter. Oui. C'est ça l'élite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tous logés à la même enseigne, si vous permettez cette expression un peu vulgaire. Mais il faut qu'il y ait des gens qui se distinguent des autres par un parcours qu'ils ont construit eux-mêmes ou qu'on a contribué à construire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le constat qu'on fait. Je pense que si vous prenez des personnalités dans l'histoire mondiale, il me vient à l'esprit quelqu'un comme Mandela. Oui. Mandela était avocat. Mandela a lutté pour libérer son pays. Mandela en a payé un prix très fort. Mandela a été libéré parce qu'il y a une conscience collective sud-africaine qui a fait que Mandela était choisi naturellement pour diriger le pays, parce qu'il n'y avait aucune contestation possible. Toutes les élites qui se sont, entre guillemets, installées par la suite dans d'autres pays africains, ben, elles ont pu occuper ces positions-là parce que justement, il y a eu des concours de circonstances fabriqués, soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais aujourd'hui, sur le terrain, ce n'est pas ça qu'on constate. On constate le contraire. Bien entendu, parce que justement, le Sénégal a cette singularité d'être à la fois un creuset de connaissances, de savoir et de savoir-faire extraordinaires, mais qu'on utilise à mauvais escient. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ceux qu'on considère comme les élites sont forcément plus capables que ceux qu'on n'entend pas du tout. Et pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, dans leur réserve, auraient pu apporter un plus par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Mais évidemment, c'est une question d'éducation. Encore une fois, je reviens là-dessus. Oui. C'est fondamental. Construire un homme, c'est construire un homme éduqué. C'est construire un homme sachant. C'est construire un homme qui a une conscience aiguë des responsabilités qui lui incombent parce qu'il fait partie d'une communauté laquelle peut le reconnaître en tant que leader. Je préférais le terme de leader à la place de élite, parce que le leader, c'est celui qui lead, to lead someone. Oui. C'est quelqu'un qui est en avance sur son temps. Mais ceux qui ont eu à réfléchir sur l'humanité, son développement, ses contradictions, ses possibilités, etc., ce sont des gens qui ont pris le temps de se pencher sur des questions très, très importantes et qui ont dit, tiens, j'ai trouvé une solution, je vais la partager. Mais comment la partager? Il faut la partager de manière pédagogique pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, pour que tout le monde comprenne quels sont les enjeux. Ça nous permet d'enchaîner avec le deuxième sujet de notre débat, c'est la commémoration de Thiaroye 44. Aujourd'hui, cette commémoration, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elle est comprise dans la manière dont on doit la comprendre? Personnellement, j'ai été très distant. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Par rapport aux initiatives qui ont été prises pour commémorer, en tout cas, rappeler à la conscience collective le massacre des tirailleurs sénégalais, sur lesquels tirailleurs sénégalais, il faudrait d'ailleurs être précis, ils n'étaient pas que sénégalais. Oui. Ils venaient de beaucoup de colonies françaises de l'Afrique occidentale, du Soudan français, du Bénin, donc du Dahomey de l'époque, etc. On les a appelés tirailleurs sénégalais puisque ça a été quelque chose qui a été créé depuis, disons, que Faidherbe a eu à cœur de créer ce corps qui s'appelait les tirailleurs sénégalais. Mais pourquoi j'ai été un peu dubitatif par rapport à la question, c'est que commémorer le massacre, c'est un prétexte très important pour faire surgir à la conscience collective des injustices absolument incroyables qui ont frappé des gens qui n'avaient que seul tort, c'est de réclamer ce qu'on leur devait, leur dû. Mais je pense donc que si on parle de ça pour disons, rappeler à la conscience collective, il faut y aller de manière à ce que tout le monde comprenne les enjeux que cela constitue.
Quels sont les enjeux? Alors, les enjeux pour moi, c'est que le massacre de Thiaroye se situe dans un contexte dans lequel, pour une fois, ces tirailleurs ont mis le doigt sur les plaies qui gangrénaient leur situation, c'est-à-dire la situation des pays africains qui étaient impliqués dans beaucoup de guerres, pour lesquelles, en réalité, on n'a fait que les utiliser. Donc, quand on célèbre ce massacre, il faut penser à une chose, à mon avis, et même à d'autres choses sur lesquelles je vais revenir, si le temps nous le permet, de dire qu'ils ont posé un acte qui allait en droite ligne de la lutte des peuples africains pour plus de liberté, par rapport à une métropole, la France, qui ne s'est servie des tirailleurs que comme elle s'est servie également de l'Afrique, de ses richesses et de sa manière et du rôle que l'Afrique devait jouer pour le développement de son économie. Donc l'enrôlement des tirailleurs sénégalais avait une dimension économique. Bien entendu. Et là, je dis toujours que rappeler à la conscience collective ce massacre des tirailleurs, le 1er décembre 1944, est une opportunité pour faire un point objectif sur l'ensemble de ce qui fonde cet acte délibéré. Ça n'a pas été un acte qui a été provoqué comme ça. Ce que la France, dans le cas d'espèce visée, c'était de tuer dans l'œuf toute velléité de contestation de son ordre. C'est-à-dire un ordre qu'elle avait imposé depuis la conférence de Berlin de 1884-85, qui a signé l'acte officiel de partage de l'Afrique entre des puissances qui avaient à cœur l'exploitation, l'influence et ensuite des pays européens, y compris d'ailleurs les États-Unis, la Turquie, on l'oublie souvent, qui étaient aussi partie prenante de cette conférence-là. Mais ces pays-là étaient en concurrence, il ne faut pas l'oublier. Parce que 1884, c'est également la manière de gérer des situations dans le calme pour que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau, si vous me permettez l'expression. Parce que quand même, il faut rappeler avant 1884-1885 qu'il y a eu la conférence de Vienne de 1848 qui mettait fin à l'esclavage officiellement tout au moins. En réalité, ce commerce triangulaire dont on mesurait l'impact sur le plan économique pour les puissances européennes, c'est ce que Marx dit dans le manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire favoriser l'essor du capitalisme. Faire en sorte que les puissances qui, au XIXe siècle, avaient tendance à se développer, puissent bénéficier des ressources, puissent bénéficier de marchés extérieurs pour l'écoulement de leur production, puissent bénéficier également, y compris par la force s'il le faut. Appliquer la maxime du centre et de la périphérie. Absolument. Comme le dit Samir Amin. Mais bien entendu. Mais le centre et la périphérie, ça avait commencé déjà avec la conférence de Berlin. Le centre, c'était les pays développés, les pays occidentaux de l'époque qui étaient en plein essor du capitalisme. Et la périphérie, c'était les colonies qu'il fallait absolument dominer pour pouvoir faire ce qu'on... Donc, en 1852, Louis Faidherbe pense à créer un corps. Et c'est en 1857, par décret de Napoléon III, que le corps des tirailleurs sénégalais a été créé. Alors, il y a eu ces rivalités qu'il fallait réglementer, qu'il fallait régler pour que les gens puissent trouver, disons, les moyens, les ressources, mais à travers des moyens. Or, ces moyens-là, c'était dominés, y compris par la force s'il le faut. Et donc, la Première Guerre mondiale, qui va avoir l'implication des tirailleurs sénégalais dans ce conflit, se fait aussi avec le recrutement forcé des tirailleurs. Évidemment, on ne peut que s'émouvoir, s'indigner du massacre des tirailleurs à Thiaroye en 1944, mais il faut remonter à la genèse de l'implication des tirailleurs et de la manière dont ces tirailleurs ont été traités
de manière tout à fait injuste et qui a provoqué une prise de conscience du rôle et de la place qu'ils devaient jouer pour le futur de leur pays. Parce qu'au front, les terroristes se sont rendus compte que devant les balles, il y a eu des gens qui fuyaient aussi. Il n'y a pas tout le monde qui était courageux. Mais bien et entendu. Ça a renforcé le sentiment de liberté aussi. Bien entendu. Mais pour faire accréditer l'idée de l'implication des tirailleurs dans la Première Guerre mondiale et ensuite dans la Seconde Guerre mondiale, il fallait bien, je rappelle ici un ouvrage très intéressant de Charles Mangin qui s'appelle La Force Noire. Ils ont servi les intérêts de la métropole en Afrique. Ces tirailleurs qu'on a enrôlés, on se rappelle également la mission Marchand, 1896-1899, exploration militaire, contact brutal avec les populations, mais ces contacts ont été faits aussi avec le soutien forcé des tirailleurs. Donc, ces tirailleurs-là, qui étaient au service du colonialisme, ben, il fallait bien les réglementer, il fallait bien faire en sorte que... évidemment, 3000 Africains ont été forcés de suivre cette mission Marchand, la mission Marchand, comme on le dit, du Congo à l'Abyssinie. Et en même temps, ça a contribué à installer des images d'Épinal. Moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire, dans la conscience collective européenne, il fallait installer des stéréotypes. Du bon noir, du noir bagnagna, comme ça va se faire après. Mais il faut aussi rappeler le rôle d'élites africaines comme Blaise Diagne qui ont participé au recrutement des tirailleurs. C'est-à-dire que quand on veut célébrer un massacre, il faut expliquer à la population toutes les responsabilités qui sont à situer. Il y a ici des Noirs aussi qui ont permis mais bien entendu, à d'autres, aux forces françaises ou bien aux forces coloniales, de prendre d'autres Noirs de force. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'en avril 1917, les tirailleurs ont payé un lourd tribut à leur implication dans la Première Guerre mondiale. On se rappelle le chemin des dames, les pertes énormes, 7000 hommes sur plus de 16 000 qui ont été engagés. Ce qui parle de l'affaire des tirailleurs comme étant une affaire franco-française. Mais bien entendu, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois impliquer les tirailleurs, leur faire croire qu'ils étaient importants, qu'ils étaient indispensables, et dans le même temps, donc construire des images d'Épinal, comme j'ai dit, et dans le même temps aussi poursuivre, disons, le rôle premier qui était affecté à ces tirailleurs-là quand il fallait coloniser, quand il fallait exploiter, quand il fallait faire partir toutes les ressources. En fait, les tirailleurs ont aidé aussi la France à mettre sous son joug d'autres colonies africaines. Mais bien entendu. Et cette implication des tirailleurs, il ne faut pas l'oublier. Comment ils ont vaincu le fils de Cheikh Omar Foutiyou Tall, Cheikh Hamidou. Comment ils ont vaincu l'Almami Samori. C'est-à-dire que cette implication des tirailleurs a fait naître un sentiment africain de révolte contre la domination. Et j'ai retrouvé dans mes archives l'hymne du Wassoulou de Samori Touré, que je veux bien vous lire si vous le permettez. Allez-y. Si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes plus courageux. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole aux griots. Le peuple te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus. C'est-à-dire que l'arrivée des tirailleurs, leur implication dans la répression de toute velléité de contestation de l'ordre colonial, ça aussi, il faut pouvoir le dire, l'expliquer pendant la célébration. Mais on a l'impression qu'on escamote cette histoire. Mais bien entendu, c'est-à-dire que ce qui s'est passé est un point d'orgue, c'est-à-dire qui a fait éclore une prise de conscience des tirailleurs de la manière dont antérieurement ils ont été utilisés par le colon. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand même, si ça se passe en 1944, c'est parce que aussi, en 1929, il y a eu la grande crise économique qui s'est abattue sur la dépression. Il fallait évidemment mater toute forme de révolte ou de rébellion de l'ordre colonial. C'est pour ça que ces tirailleurs ont été massacrés.
Et ça pose d'ailleurs la question monétaire, comme l'a si bien montré Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow dans Camp de Thiaroye. C'est-à-dire que ce prétexte-là de ne pas payer les tirailleurs au même titre qu'on devait... Que le frère d'armes. Que leur faire d'armes, évidemment, ça avait des conséquences économiques extraordinaires. Et donc, par rapport à cela, il ne faut pas non plus oublier que dans le même contexte d'utilisation de forces noires pour assumer et assurer et continuer d'assumer une présence difficile pour les Africains et d'exploitation féroce avec le travail forcé, avec l'implication... On oublie souvent que les tirailleurs ont été impliqués dans les sales guerres coloniales, l'Indochine, le Vietnam, Madagascar. Ça dit qu'au moment où les tirailleurs pensent, on leur avait promis d'ailleurs avec Blaise Diagne de leur donner la nationalité française. Au moment où ces tirailleurs-là se sont rendus compte qu'on les a grugés de tout temps, ils se sont révoltés. Et comment mater une révolte? C'est par le massacre. Évidemment, c'est important de mettre en lumière tous les enjeux de ce massacre. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut remonter à la source du mal pour pouvoir dire en quoi ce massacre-là n'est que le prélude à une nouvelle prise de conscience des Africains pour se libérer d'une domination. Est-ce que cette commémoration, quel impact psychologique qu'elle peut avoir sur la conscience des jeunes Africains? C'est-à-dire que cet impact psychologique ne peut pas avoir lieu si on n'explique pas tout. C'est-à-dire que c'est aux historiens de faire la part des choses et de dire un petit peu comment on en est arrivé à cette situation-là. Quel parcours a été fait? Et je pense qu'il y a à contextualiser un petit peu tout cela. D'abord, le massacre, le déni des droits des tirailleurs. Et ce déni des droits des tirailleurs ne vient pas que de la France. Ça vient aussi des autres puissances coloniales. Souvent, on oublie que les Allemands eux-mêmes avaient des sortes de tirailleurs qu'ils appelaient les askaris. C'est-à-dire qu'ils utilisaient la force noire pour pouvoir aussi combattre dans la Première Guerre mondiale. Et même, dans une certaine mesure, il y a eu des tentatives de Hitler de revenir en Afrique et d'utiliser les mêmes askaris pour combattre. Et d'ailleurs, il y a eu toute une imagerie qu'on a créée autour de cela, toujours dans le cadre des rivalités intereuropéennes. La France et l'Allemagne. On oublie souvent dans l'histoire des tirailleurs l'implication de l'Allemagne. Les exactions que les Allemands ont fait subir aux tirailleurs. Je rappelle qu'en 1918, il y a eu l'occupation de la rive gauche du Rhin avec une présence remarquée, non pas du point de vue du nombre, mais du point de vue simplement de l'image qui s'attachait aux Noirs. En Allemagne, il y a eu toute une campagne nationaliste qui a créé les conditions à l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 de stériliser tous les métis qui sont nés des relations entre les tirailleurs africains sénégalais et les Allemandes. Et ça a donné lieu aux lois de Nuremberg après, ça a donné lieu aussi au déni de justice que les tirailleurs ont dû subir. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que quand on attrapait des tirailleurs pendant les deux guerres, Première comme Deuxième Guerre mondiale, on ne leur appliquait pas du tout les lois de Genève. On les tuait sur place. On a oublié que les tirailleurs ont été internés dans des camps de concentration allemands, qu'on a expérimenté sur eux, qu'on a fait des expérimentations médicales sur eux. Il y a eu toute une théorie qui a été établie. Tout ça dans la rivalité entre puissances occidentales, à l'intérieur desquelles puissances occidentales, évidemment, le point d'orgue, c'était l'arrivée de Hitler au pouvoir. Mais ça n'a pas empêché du tout que ces pays-là se faisaient une guerre pas possible pour le contrôle des ressources. Et je me suis beaucoup intéressé à la question. J'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Quand le national-socialisme a voulu faire concurrence à la France, même après le traité de Versailles, pour revenir en Afrique et exploiter. C'était des études extraordinaires, des richesses incroyables dont l'Afrique recelait et pour lesquelles Hitler n'était pas prêt du tout à laisser aux Français le soin de gérer ses anciennes colonies et encore moins l'ensemble de l'Afrique, pour laquelle Hitler avait des vues très claires. Alors, si on revient à ça, et qu'on puisse implanter dans la conscience collective sénégalaise et africaine, pas seulement. Moi, je m'attendais à ce qu'on impliquât dans cette commémoration aussi les autres pays africains qui ont quand même eu aussi à souffrir
du massacre de Thiaroye, qui ont également eu à souffrir sur les exactions que les tirailleurs ont subies. Et je pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Cette commémoration devait être l'occasion d'une appropriation collective de l'histoire des tirailleurs, en bien comme en mal. Oui, mais si on revient aujourd'hui sur le plan moderne aujourd'hui, on a l'impression que peut-être que les choses sont modernisées, qu'il y a toujours cette domination, ces tirailleurs encore qui sont en interne, des tirailleurs qui ne sont plus armés, mais qui sont des intellectuels, qui servent les pays de l'extérieur dans leur propre pays. Avant de revenir à ça, je voudrais continuer un petit peu, si tu le permets, sur ce temps, le temps qui est important pour que la conscience collective africaine sache ce qui s'est passé. Et pour cela, les arts ont joué un très, très, très grand rôle, notamment le 7e art, avec Camp de Thiaroye, mais pas seulement Camp de Thiaroye de Sembène. Je rappelle que Maître Ondo, avec son très beau film Saraounia, a aussi décrit la résistance des peuples africains contre le colonialisme et surtout contre les supplétifs que constituaient les tirailleurs sénégalais. Mais il y a également ce que les arts plastiques ont fait. Je rappelle ici, et ça me permet de venir à ta question, Oui. le livre d'Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor, pour lequel j'ai fait une préface des tirailleurs aux naufragés, pour mettre en exergue un fait qui me semble important. Nous sommes toujours dans le cadre de la domination sans réserve, mais avec beaucoup de, beaucoup de malice, la domination d'un système qui n'a pas quitté l'Afrique depuis la colonisation jusqu'à la période actuelle. Mais est-ce que justement, la période actuelle, on n'est pas en train de prendre des tirailleurs qui ne disent pas leur nom, qui ne s'appellent pas des tirailleurs, mais qui sont enfouis dans l'administration africaine pour servir le colon encore? Moi, je ne l'appelle pas tirailleurs. Vous savez, avec ce livre-là, des tirailleurs naufragés, on a voulu mettre en exergue un parallèle qui peut sembler incongru de prime abord. Oui. Comment peut-on mettre ensemble des naufragés et des tirailleurs? Les tirailleurs ont été attirés malgré eux, ou peut-être parfois parce qu'ils sont engagés volontairement selon des procédés sur lesquels on n'a pas le temps de revenir malheureusement, mais qui ont cru aussi à une manière de s'affirmer en Europe. Mais la même chose se passe aujourd'hui avec tous ceux qui prennent les pirogues pour aller en Europe, le mirage de l'Europe. Ceux-là pensaient qu'ils pouvaient avoir la nationalité, ils pouvaient avoir un contact direct avec une réalité européenne. Ceux-ci également pensent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Donc, les arts ont essayé de conjuguer un petit peu dans un esprit de compréhension, de faire comprendre, non pas de faire accepter, mais disons d'expliquer et d'éclairer un petit peu les enjeux. Aujourd'hui, ceux qui se mettent au service de forces obscures qu'on ne connaît pas, mais qui appartiennent à un système extrêmement pernicieux, extrêmement retors, et qui travaillent dans les consciences des gens, évidemment, ils ont besoin de supplétifs. Et ces supplétifs, c'est ce que vous dites tout à l'heure, des intellectuels peut-être, qui sous le couvert d'un nationalisme, sous le couvert de je ne sais pas quelle argutie, essayent quand même, malgré tout, de tromper le monde en pensant que le plus fort on crie, le mieux on est entendu et le mieux on défend les intérêts des Africains. Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, il faut reposer la question de la société civile africaine, poser la question des ONG africaines qui sont en Afrique, qui travaillent. Vous savez, pour le compte du capital étranger. Quand on a affaire à un système, je l'ai dit tout de suite en filigrane, c'est un système qui est pernicieux, c'est un système qui travaille les esprits. C'est un système qui travaille sous cette appellation de la carotte et du bâton. Ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable, le mot n'est pas trop fort, pour essayer d'expliquer ce qui n'est pas explicable. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à d'énormes défis et d'énormes problèmes. Comment se fait-il, M. Alassane Samba Diop, que l'Afrique, qui a les ressources les plus convoitées de la planète, et qui commence à se dégrader d'ailleurs du fait de l'agression que l'environnement subit, de la détérioration du climat, ainsi de suite. Mais cette Afrique-là a toutes les ressources dont le monde développé a besoin. Et cette Afrique n'est pas capable du tout d'arriver à une situation où on peut dire, à un point X, nous sommes sur la voie
et ça se vérifie tous les jours, Mais qu'est-ce qui explique d'étape en étape, vers un développement endogène. Qu'est-ce qui peut expliquer cette incapacité de passer de la pensée à l'action en Afrique? Mais c'est parce que, encore une fois, le système a des relais qui ne disent pas toujours leur nom, Qui annihile tout. mais qui travaillent en sourdine et qui, regardez, aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle, il y avait d'autres procédés qu'on a... Mais pourquoi les leaders africains n'arrivent pas à déceler Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas déceler parce que, Alassane, tant qu'on n'a pas neutraliser donné, tout, tant qu'on n'a pas donné à la culture sa place, tant qu'on n'a pas donné à la compréhension des enjeux de société, on ne peut pas espérer du tout, à quelque moment que ce soit, arriver à faire en sorte que les gens dont on pense qu'ils devaient être le fer de lance du développement puissent arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que tant que l'école n'est pas sur les bons rails, tant que l'éducation est négligée, absolument, tant que nous ne retournons pas à nos valeurs traditionnelles positives, de former un homme qui est à la fois imbu de sa culture dans le bon sens et qui est capable également de gérer une modernité qui est agressive, cette modernité. Parce que la modernité que nous vivons aujourd'hui fait table rase de tout ce qui est différent. Et ça, les leaders africains ne peuvent pas le faire? Ils ne veulent pas parce qu'ils ne mettent pas en place des politiques capables de booster un petit peu ce qu'on pouvait dire. C'est dû à quoi? Un problème d'incompréhension, un problème de peur d'aller vers c'est dû sacrifice? C'est dû à une idéologie. Parce qu'il y a 70 ans, Deng Xiaoping, quand il est venu au pouvoir en Chine, il s'est battu pour que la Chine soit là où elle est. En sachant que lui, il va mourir, mais que la Chine deviendra une grande puissance. Bien entendu. Mais c'est parce que aussi... Ce sens du sacrifice-là, il est impossible pour les leaders africains, c'est ça? Moi, je disais tout à l'heure, je parlais de mon engagement personnel. Cet engagement est basé sur une Weltanschauung, c'est une conception du monde. Quand Deng Xiaoping ou Ho Chi Minh ou d'autres dirigeants de pays qui aujourd'hui sont à la tête dans les nations développées, je dis que c'est parce qu'ils ont une Weltanschauung, une conception du monde qui dit que nous devons construire de manière positive ce que nous avons pour pouvoir nous ouvrir également à l'extérieur. Et pour ce faire, s'il faut se battre les armes à la main pour conquérir notre souveraineté, nous allons le faire. Mais une fois que cette souveraineté est conquise, évidemment, nous allons construire. Or, ce qui se passe en Afrique, regardez les pays que nous avons soutenus pendant les mouvements de libération. Aujourd'hui, ils sont dans la tourmente. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sortis, et ça, Sembène le montre très bien dans Khala. Quand vous regardez Khala, quand les gens fêtent leur indépendance, quand ils sont joyeux et tout ça, mais les images d'après, ce sont les mêmes dominateurs qui reviennent par la porte et qui leur offrent, disons, les possibilités de continuer à perpétuer leur domination par... disons, africains interposés. Donc, c'est-à-dire que... les intermédiaires. Ce sont des intermédiaires qui l'ont voulu. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la bourgeoisie comprador. C'est une bourgeoisie qui a été artificiellement construite et qui ne vit que de subsides que les pays, les puissances dominantes leur accordent en retour pour qu'ils puissent être la bourgeoisie comprador théorisée par Antonio Gramsci. Mais bien entendu, bien entendu. Or, des gens comme nous, qui sommes minoritaires encore du point de vue de la masse que nous devrions pouvoir influencer, parce que nous ne faisons pas la politique comme les autres font la politique. Nous ne faisons pas la politique pour nourrir les gens en se disant je suis derrière toi, avec l'espoir qu'arrivé au pouvoir, vous allez vous retourner et nous faire profiter un petit peu de ce que vous gagnez grâce à notre soutien. Donc, ça veut dire que c'est cette manière de faire la politique également qui fait que les pays africains, de manière générale, et notre pays de manière singulière, ne sont pas du tout... Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de maintenir les gens dans la pauvreté pour mieux les asservir? Mais bien entendu, Alassane, le problème qui se pose en Afrique, et qui ne se pose pas d'ailleurs dans d'autres continents, c'est que ceux qui nous ont dominés pendant des siècles n'ont jamais eu envie de partir. Ceux qui nous ont dominés mentalement et par l'esprit, parce qu'ils ont travaillé nos cerveaux de telle manière qu'ils nous ont rendus incapables de penser par nous-mêmes et pouvoir dire qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes.
sans pour autant nous dire que nous fermons à toute possibilité de coopération mutuellement avantageuse et tutti quanti. C'est-à-dire que nous avons le malheur, je ne sais pas par quel voie il faudrait passer pour pouvoir l'expliquer. Peut-être la psychanalyse, ou peut-être la psychologie, ou peut-être l'économie politique, ou peut-être aussi les sciences sociales, pour pouvoir dire l'homo africanus. Mais qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui de ses semblables homo sapiens sapiens, d'autres contrées, d'autres continents, pour pouvoir dire que mais nous pouvons nous aussi arriver à un stade de développement tel que la vie que nous menons sur cette terre-là puisse être une vie radieuse, une vie remplie de bonheur, une vie remplie d'espoir pour le lendemain, et non pas une vie remplie d'angoisse du lendemain. Oui, cette prise de conscience doit passer par des canaux. Mais bien entendu, le premier canal par lequel ça doit passer, c'est l'éducation. Par l'éducation, et aussi par la presse. Mais la presse a un rôle. Elle vit aujourd'hui au Sénégal des moments très sombres, la presse sénégalaise. Je pense que la presse sénégalaise vit des moments très sombres, à mon avis, sans entrer dans le détail de ce que l'un des responsables de ce consortium a dit, que simplement, à mon avis, on n'a pas respecté les attendus de la Constitution du Sénégal. La Constitution du Sénégal dit dans son préambule quand même des choses extrêmement intéressantes et qu'il faudrait rappeler à la conscience collective. Le respect des libertés fondamentales et des droits des citoyens comme base de la société sénégalaise. Si vous voulez construire un citoyen sénégalais, il faut bien l'éduquer, d'une part, l'éducation formelle, l'éducation par les centres religieux de quelque obédience que ce soit, mais également créer les conditions d'une prise de conscience réelle par rapport aux enjeux de société de notre temps que constitue, dont le fer de lance, c'est la presse. La presse participe de la construction citoyenne. Et ça, c'est la Constitution qui le dit. Quand on va ensuite au niveau du préambule de la Constitution, la Constitution nous dit ceci, que qui parle de l'État et de la souveraineté. Elle dit que dans son article 8, la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces droits et libertés sont notamment les libertés civiles, mais je m'appesantis surtout sur les libertés culturelles. Oui. Mais la presse fait partie des libertés culturelles. Si vous n'avez aucune information, mais vous n'avez pas une culture de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et dans ton pays en particulier. Les libertés, le droit à l'éducation, mais ce droit-là, il inclut la capacité de former un citoyen qui soit capable de démêler les fils de l'écheveau dans une presse qui peut être ce qu'elle veut. On peut avoir une presse avec laquelle on ne s'identifie pas du tout, on ne lit pas cette presse. Il y a une presse, par contre, qui participe d'une formation citoyenne et qui fait que le citoyen qui dit que je vais voter pour un tel, le fait parce qu'il a une connaissance suffisante de programmes réels, il a une connaissance suffisante des enjeux que pose une élection de quelque nature que ce soit. Et donc cette liberté-là, elle est fondamentale. Une liberté, quand on regarde aux États-Unis, qui est garantie par le premier amendement. Mais bien entendu. Un pays qui n'a pas de ministère de la Culture, qui n'a pas de ministère de la Communication, mais la liberté est garantie. Puisque la Constitution des États-Unis garantit tout cela. Notre Constitution garantit ces libertés. Le dernier droit dont la Constitution parle dans l'article 8 de la Constitution, c'est le droit à l'information plurielle. Oui, tout à fait. Mais cette information plurielle n'a pas été acquise de manière facile. Elle a été acquise de haute lutte. Je rappelle ici pour ceux qui ne le savent pas, et la presse doit être aussi ce levain de connaissances, ce puits de savoir à partir duquel on peut extraire ce qui est indispensable pour savoir comment on en est arrivé aujourd'hui à une presse plurielle. Oui. Je rappelle tout à fait qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule presse. Oui. C'était la presse du gouvernement. Oui. Il a fallu que des organes comme Sud, je ne fais pas de publicité pour Sud, mais le mérite de Sud et des Babacar Touré, des Abdoulatif Coulibaly et de tous ceux qui... C'est de la voix. Mais c'était de créer les conditions d'une information plurielle, c'est-à-dire même à deux. On avait le choix entre l'information officielle distribuée par Radio Sénégal ou plus tard Le Soleil, etc.,
à une information dans laquelle le citoyen pouvait se reconnaître. Les choses allant et n'étant pas en vase clos dans ce pays, on est obligé de constater qu'il nous faut une presse encore beaucoup plus large qui donne accès à tout type d'informations pourvu que ces informations soient crédibles, soient vérifiées et soient fondées. Absolument. Et ne prêtent pas du tout à l'incohérence, ne prêtent pas du tout à l'intolérance, ne prêtent pas du tout à la confusion, ne prêtent pas du tout à saper l'unité nationale. Absolument. Je pense qu'une presse qui est capable de donner à ses lecteurs le goût d'aller chercher son journal de manière naturelle tous les matins, cette presse-là, on n'a pas le droit de lui faire de lui créer des difficultés pour qu'elle ne puisse plus sortir. À moins qu'on veuille avoir la seule voix du maître. Et ce pays a atteint un niveau tel qu'on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas l'accepter parce que simplement, le droit à l'information est un droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal. Ouais. Et non seulement on dit droit à l'information, mais on dit droit à l'information pluriel. Maintenant, qu'il y ait des dérives dans cette presse, personne ne le conteste. Absolument. Les journalistes ont été les premiers à dénoncer. Et ça, pour cela, je les ai soutenus avec toute la conviction qui m'animait et qui continue de m'animer, qu'il y a dans votre milieu de la presse des gens qui n'y ont pas leur place. Absolument. Il y a dans le milieu de la presse des gens qui n'ont pas reçu une formation suffisante pour être des journalistes comme on en attend de gens dont la responsabilité, c'est de véhiculer l'information. C'est-à-dire d'aller chercher l'information, de traiter l'information de manière équilibrée on ne dit pas qu'il faut une presse qui soit fondamentalement contre un pouvoir en place. Parce que quand un pouvoir en place fait de bonnes choses, la presse doit se faire l'écho de cela pour que ça fasse florès. Absolument. Mais quand la presse est muselée et quand il y a des tentatives de ne pas faire en sorte qu'il y ait une presse plurielle, quand on dit plurielle, ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'opinions qui peuvent s'exprimer. Ce n'est pas seulement la voix de son maître. Oui. Et je pense que de ce point de vue-là, les organisations de la société civile, les partis politiques doivent se lever pour que ce droit à l'information plurielle soit respecté dans les meilleurs termes et de la manière la plus normale possible, parce que nous vivons un contexte dans lequel on ne peut pas faire fi de ça. Absolument. Merci infiniment, Magaye Kassé, d'avoir été avec nous sur ce plateau de L'Air du Temps. Aujourd'hui, on avait un invité spécial pour parler des problèmes, aller en profondeur sur des sujets intéressants. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous enseignez aussi à l'université Bourguiba, intellectuel, homme de culture, que nous parlions avec vous aussi de camp de Thiaroye, ce qui s'est passé, surtout de mettre sur la table tout ce qui s'est passé pour permettre à chaque Sénégalais de faire une idée réellement pourquoi il y a eu le massacre au camp de Thiaroye et quelle était aussi la responsabilité de certains Sénégalais pour le recrutement de certains tirailleurs. À la technique, Céline Salugay et Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous.